pour la suite de cette émission, de cet enregistrement vidéo, nous avons été obligés de changer de lieu. C'est visiblement la laïcité républicaine qui a été offensée, qu'une religieuse soit interrogée sur la situation en Syrie dans les jardins du Luxembourg devant le Sénat. Il se fait que malgré tout nous sommes à nouveau avec un décor du Sénat en arrière-fond, mais voilà, on ne nous chassera pas comme cela, on ne nous musellera pas comme cela, mais néanmoins ça en dit long sur cette situation, sur le fait qu'on ne peut plus parler librement de certains sujets n'importe où, et que le jardin du Luxembourg semble être une zone particulièrement surveillé aux mains d'un Big Brother très puissant. Donc voilà, nous avons obtempéré, changé de lieu. Ça ne nous empêchera pas de continuer à poser les justes questions. Très bien. Ok. Ma mère, nous avons été interrompus lorsque nous cherchions à savoir auprès de vous d'où vient la puissance de l'État islamique, d'où viennent ses moyens financiers, militaires, ses moyens en termes de combattants. On voit que l'État islamique est une puissance militaire, mais aussi dispose de budgets colossaux, dispose d'un matériel militaire extrêmement performant. On a notamment appris il y a quelques semaines de la bouche même du Premier ministre irakien que l'État islamique disposait de 2300 véhicules blindés Humvee fournis par l'armée américaine à l'armée irakienne et tombés comme par enchantement aux mains de l'État islamique. Pouvez-vous nous expliquer vraiment comment tout cela se déroule, comment d'une façon très curieuse, ce qui devait être simplement quelques fanatiques sont aujourd'hui une véritable armée puissante, bien armée et bien financée. Oui, moi je ne suis pas une experte militaire ni géopolitique. Je peux seulement vous transmettre ce qui se dit au niveau du peuple, ce qui se dit au niveau des organisations d'aide humanitaire et donc au niveau des témoins. Nous pouvons affirmer qu'en juin-juillet 2013, c'était juste avant la fin du Ramadan, l'État islamique était entré à Raqqa et il était en train de demander la suzeraineté de Al-Qaïda. Il y avait quelqu'un qui était sur place pour faire la paix entre les deux factions, cela n'a pas marché. Et donc depuis, c'est l'État islamique qui gère la ville de Raqqa où il a installé la capitale de son califat. Alors, il faut dire que l'État islamique a mis la main sur des gisements pétroliers qu'il a commencé à pomper et à filtrer d'une manière archaïque, en mettant gravement en danger l'environnement. Et figurez-vous que c'est l'Europe, c'est l'Union européenne qui a été le client numéro 1 de l'État islamique. Cela faisait des rentrées quand même de plusieurs millions de dollars par jour pendant près de 2 ans. C'est l'armée libre de Syrie, ou bien ceux qui restent, des nobles combattants de l'armée libre de Syrie, les vrais révolutionnaires, qui m'ont alerté dans le cadre de dialogue concernant la réconciliation. Ils voulaient l'aide de l'État syrien pour remettre sur pied les raffineries classiques afin d'arrêter, de contrecarrer le commerce illicite qui était en train de faire de l'État islamique une puissance régionale. Malheureusement, cela n'a pas été possible parce que il y a eu très vite une recrudescence de la violence dans cet environnement. Je vous rappelle que le champ pétrolier de Al-Sha'ir, à côté de Palmyre, a été 2 fois la cible d'une razzia de la part de l'État islamique, faisant chaque fois plusieurs centaines de morts,
parmi les jeunes recrues de l'armée syrienne, jetés là pour garder les confins du désert de Homs. Autre chose, c'est que l'État islamique jouit certainement d'un compromis tacite international, puisqu'il peut voyager des centaines de kilomètres à découvert aux yeux de tous les satellites de ces grandes puissances qui peuvent voir la mesure d'une sauterelle, mais malheureusement qui ferment les yeux sur des convois de plusieurs kilomètres de ces fameux Humvee qui ont été soi-disant ravis à l'armée irakienne. Avant que l'État islamique ne rentre de nouveau en Irak et ne mette la main sur Al-Mossoul et les provinces du Nord, il avait déjà des Humvee. Et donc on se demande où est-ce qu'il les a cherchés. Il est aussi vrai que l'État islamique n'a pas été parachuté du ciel. Il est entré en Syrie à travers des frontières. Et donc on se demande comment ces combattants qui viennent d'un peu partout sur la planète, y inclus de pays occidentaux comme l'Australie, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, la France, l'Angleterre, la Suède, sans parler des États de l'Empire soviétique ou de la Baltique, de la Géorgie, de la Tchétchénie, etc., etc. On se demande comment ces milliers de combattants ont pu transiter, soit à travers des aéroports internationaux, soit à travers des frontières. Et comment ils ont pu passer la frontière turque ou jordanienne ou libanaise. Nous savons qu'au Liban, lorsque des combattants pareils arrivent sur place, ils jouissent d'une immunité hautement significative. On les fait descendre dans des hôtels de 4 à 5 étoiles. Ils passent un très bon moment et ensuite ils sont transportés par des voies occultes sur les lieux des opérations. Par cela, il faudrait revenir un an en arrière, lorsque l'État islamique a passé de Raqqa à la province de Mossoul sans que personne ne se rende compte de son mouvement. C'était des colonnes de plusieurs kilomètres. On pouvait presque entendre leurs clameurs, autant ils étaient nombreux. Et non seulement ils ont pu passer les frontières, d'abord avancer dans le désert, ensuite passer les frontières, et puis rentrer dans la ville de Mossoul, dévaliser les banques de Mossoul, c'est-à-dire mettre la main sur près d'un demi-milliard de devises et rafler tout l'arsenal des forces irakiennes de la région. Donc tout cela, vous voyez, ce n'était pas par la force des armes, ce n'était pas par une puissance particulière, c'était par un consensus et par un compromis. Alors les grandes puissances sont libres de faire les compromis qui servent leur intérêt, mais je me demande toujours, et c'est ça ma question, comment est-ce possible de faire passer un tel scénario sur la tête des innocents? Et donc le destin des femmes yazidis, des femmes kurdes, des femmes chrétiennes, des enfants par milliers qui ont été pris en otage, qui ont été violés, qui actuellement servent comme esclaves, qui sont exposés dans des marchés d'esclaves aujourd'hui au XXIe siècle. Dans le cadre de la guerre des États-Unis contre la terreur, ils ont pu innover et donc faire ces marchés d'esclaves. Réfléchissons un peu. Peut-être qu'un jour, c'est le fils de Madame Untel ou le fils de Monsieur Untel qui peuvent être pris en otage et exposés pour être achetés en esclaves. Et la plupart du temps, sont des esclaves pour des passe-temps sexuels. Alors, vous voyez, c'est très, très, très dangereux, c'est très grave.
il y a beaucoup de responsabilités. Je me demande pourquoi je suis celle qui parle. Est-ce qu'il n'y a pas des références humanitaires, des droits de l'homme, religieuses, spirituelles, pour ne pas dire politiques, juridiques, jurisprudentielles? Malheureusement, nous nous trouvons dans un désert. Avec Diogène, nous prenons une bougie et nous allons à la recherche d'un homme, fils de femme. Voilà. On a notamment appris il y a quelques semaines de la bouche même du Premier ministre irakien que l'État islamique disposait de 2300 véhicules blindés Humvee fournis par l'armée américaine à l'armée irakienne et tombés comme par enchantement aux mains de l'État islamique. Pouvez-vous nous expliquer vraiment comment tout cela se déroule, comment d'une façon très curieuse, ce qui devait être simplement quelques fanatiques sont aujourd'hui une véritable armée puissante, bien armée et bien financée? Oui, moi je ne suis pas une experte militaire ni géopolitique. Je peux seulement vous transmettre ce qui se dit au niveau du peuple, ce qui se dit au niveau des organisations d'aide humanitaire et donc au niveau des témoins. Nous pouvons affirmer qu'en juin-juillet 2013, c'était juste avant la fin du Ramadan, l'État islamique était entré à Raqqa et il était en train de demander la suzeraineté de Al-Qaïda. Il y avait quelqu'un qui était sur place pour faire la paix entre les deux factions, cela n'a pas marché. Et donc depuis, c'est l'État islamique qui gère la ville de Raqqa où il a installé la capitale de son califat. Alors, il faut dire que l'État islamique a mis la main sur des gisements pétroliers qu'il a commencé à pomper et à filtrer d'une manière archaïque, en mettant gravement en danger l'environnement. Et figurez-vous que ces maîtres, on pouvait presque entendre leurs clameurs, autant ils étaient nombreux. Et non seulement ils ont pu passer les frontières, d'abord avancer dans le désert, ensuite passer les frontières, et puis rentrer dans la ville de Mossoul, dévaliser les banques de Mossoul, c'est-à-dire mettre la main sur près d'un demi-milliard de devises et rafler tout l'arsenal des forces irakiennes de la région. Donc tout cela, vous voyez, ce n'était pas par la force des armes, ce n'était pas par une puissance particulière, c'était par un consensus et par un compromis. Alors les grandes puissances sont libres de faire les compromis qui servent leur intérêt, mais je me demande toujours, et c'est ça ma question, comment est-ce possible de faire passer un tel scénario sur la tête des innocents? Et donc le destin des femmes yazidis, des femmes kurdes, des femmes chrétiennes, des enfants par milliers qui ont été pris en otage, qui ont été violés, qui actuellement servent comme esclaves, qui sont exposés dans des marchés d'esclaves aujourd'hui au XXIe siècle. Dans le cadre de la guerre des États-Unis contre la terreur, ils ont pu innover et donc faire ces marchés d'esclaves. Réfléchissons un peu. Peut-être qu'un jour, c'est le fils de Madame Untel ou le fils de Monsieur Untel qui peuvent être pris en otage
et exposé pour être acheté, c'est l'Europe. C'est l'Union européenne qui a été le client numéro un de l'État islamique. Cela faisait des rentrées quand même de plusieurs millions de dollars par jour pendant près de 2 ans. C'est l'armée libre de Syrie, ou bien ceux qui restent, des nobles combattants de l'armée libre de Syrie, les vrais révolutionnaires, qui m'ont alerté dans le cadre de dialogue concernant la réconciliation. Ils voulaient l'aide de l'État syrien pour remettre sur pied les raffineries classiques afin d'arrêter, de contrecarrer le commerce illicite qui était en train de faire de l'État islamique une puissance régionale. Malheureusement, cela n'a pas été possible parce que il y a eu très vite une recrudescence de la violence dans cet environnement. Je vous rappelle que le champ pétrolier de Al-Sha'ir, à côté de Palmyre, a été 2 fois la cible d'une razzia de la part de l'État islamique, faisant chaque fois plusieurs centaines de morts parmi les jeunes recrues de l'armée syrienne, jetés là pour garder les confins du désert de Homs. Autre chose, c'est que l'État islamique jouit certainement d'un compromis tacite international, puisqu'il peut voyager des centaines de kilomètres à découvert aux yeux de tous les satellites de ces grandes puissances qui peuvent voir la mesure d'une sauterelle, mais malheureusement qui ferment les yeux sur des convois de plusieurs kilomètres de ces fameux Humvee qui ont été soi-disant ravis à l'armée irakienne. Avant que l'État islamique ne rentre de nouveau en Irak et ne mette la main sur Al-Mossoul et les provinces du Nord, il avait déjà des Humvee. Et donc on se demande où est-ce qu'il les a cherchés. Il est aussi vrai que l'État islamique n'a pas été parachuté du ciel. Il est entré en Syrie à travers des frontières. Et donc on se demande comment ces combattants qui viennent d'un peu partout sur la planète, y inclus de pays occidentaux comme l'Australie, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, la France, l'Angleterre, la Suède, sans parler des États de l'Empire soviétique ou de la Baltique, de la Géorgie, de la Tchétchénie, etc., etc. On se demande comment ces milliers de combattants ont pu transiter, soit à travers des aéroports internationaux, soit à travers des frontières. Et comment ils ont pu passer la frontière turque ou jordanienne ou libanaise. Nous savons qu'au Liban, lorsque des combattants pareils arrivent sur place, ils jouissent d'une immunité hautement significative. On les fait descendre dans des hôtels de 4 à 5 étoiles. Ils passent un très bon moment et ensuite ils sont transportés par des voies occultes sur les lieux des opérations. Par cela, il faudrait revenir un an en arrière, lorsque l'État islamique a passé de Raqqa à la province de Mossoul sans que personne ne se rende compte de son mouvement. C'était des colonnes de plusieurs kilomètres.
pour la suite de cette émission, de cet enregistrement vidéo, nous avons été obligés de changer de lieu. C'est visiblement la laïcité républicaine qui a été offensée, qu'une religieuse soit interrogée sur la situation en Syrie dans les jardins du Luxembourg devant le Sénat. Il se fait que malgré tout nous sommes à nouveau avec un décor du Sénat en arrière-fond, mais voilà, on ne nous chassera pas comme cela, on ne nous musellera pas comme cela, mais néanmoins ça en dit long sur cette situation, sur le fait qu'on ne peut plus parler librement de certains sujets n'importe où, et que le jardin du Luxembourg semble être une zone particulièrement surveillé aux mains d'un Big Brother très puissant. Donc voilà, nous avons obtempéré, changé de lieu, ça ne nous empêchera pas de continuer à poser les justes questions. Très bien, ok. Ma mère, nous avons été interrompus lorsque nous cherchions à savoir auprès de vous d'où vient la puissance de l'État islamique, d'où viennent ses moyens financiers, militaires, ses moyens en termes de combattants. On voit que l'État islamique est une puissance militaire, mais aussi dispose de budgets colossaux, dispose d'un matériel militaire extrêmement performant.